Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde intitulée Téléassistance 2030 de la sécurité à l'accompagnement global des seniors. Tout un programme, on est toujours au festival Silver Echo 2025 au Palais des Festivals de Cannes. Et puis on va parler de téléassistance, on va parler de la téléassistance du futur. Elle est peut-être un petit peu déjà là, mais en tout cas on va essayer de dessiner ce qui nous attend pour les 5 années à venir. Depuis peut-être 40 ans, la téléassistance contribue, on le sait tous, à la sécurité et au maintien à domicile des personnes âgées. Mais elle vit aujourd'hui une transformation profonde. On est passé d'un bouton d'alerte à une logique de compagnon de prévention. On est passé d'une logique d'un centre d'écoute à une logique de plateforme de services connectés. J'ai envie de dire, peut-être le mot n'est pas bon, mais vous me corrigerez, de conciergerie presque. Deux questions guideront nos échanges finalement. Comment conjuguer le progrès technologique et le lien humain? Et comment garantir la fiabilité, la proximité et la confiance dans un monde, on le voit bien, qui devient de plus en plus numérique. Alors moi je souhaiterais quand même remercier l'ensemble des intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer à cette table ronde, et je vais commencer par toi Alix, donc directrice générale de Présence Verte, bienvenue. Merci. Romain Gano, le directeur général de Silver Valley. Merci. Olivier Lefebvre, le président de la Fédé CRT. Merci. Bonjour Olivier. Et Alexandre Bataille, le président du groupe Coravia Télégraphique. C'est bien ça? C'est ça, bonjour. On va commencer par il y a trois sessions, trois chapitres, on va dire, dans notre table ronde. Et le premier chapitre, il va se concentrer sur l'évolution des usages. C'est assez, quand même très d'actualité. L'enjeu, c'est de passer d'une logique de téléassistance d'alerte à une téléassistance d'accompagnement. Plus simple, plus utile, plus inclusive et plus ancrée dans les territoires. Et Alix, on va commencer avec toi, si tu veux bien. Les attentes évoluent. Les seniors sont plus connectés, plus mobiles, mais aussi plus isolés. C'est le revers de la médaille. Comment la téléassistance s'adapte-t-elle à ces nouveaux profils et à ces nouveaux parcours de vie? Effectivement, comme tu le soulignes, nos publics vivent de plus en plus isolés. Alors, c'est formidable, on vit de plus en plus longtemps. Et on vit de plus en plus longtemps en bonne santé, donc ça, c'est génial. Mais dans les faits, ça veut dire que concrètement, vers la fin de notre vie, on est souvent très seul, que ce soit géographiquement ou affectivement. Je crois qu'on le sait tous, on partage ce constat. Et donc, fort de ce contexte, nous, ce qu'on souhaite, c'est que notre téléassistance reste avant tout une présence humaine et rassurante. Donc, elle s'appuie sur deux piliers, la téléassistance de Présence Verte. La prévention continue, avec toutes les solutions que nous déployons à domicile vers davantage de prévention, vers davantage de détection des signaux faibles en nous appuyant sur l'IA, sur des capteurs, enfin sur des dispositifs qui sont en très forte évolution, donc un profil hyper techno pour Présence Verte, et également, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question de la proximité, du maillage territorial, de nos équipes locales. Ce sont 450 collaborateurs chez Présence Verte qui interviennent sur l'ensemble de la France et qui sont là pour suivre de bout en bout nos abonnés durant toute la durée de vie de leur contrat. Et finalement, avec tout ce qu'on observe à domicile grâce à nos solutions technologiques, nous avons les équipes qui ensuite transforment cette donnée en attention. Et je pense que c'est ça véritablement notre principal atout chez Présence Verte. Avec la logique aussi de passer une logique d'alerte précoce. Exactement, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire en deux mots peut-être ce que c'est que la logique d'alerte précoce? Alors l'alerte précoce, c'est justement cette attention aux signaux faibles, avoir la capacité, en observant la vie à domicile, notamment avec de l'actimétrie, et Alexandre pourra nous en parler, de pouvoir effectivement détecter des évolutions dans la vie à domicile qui peuvent potentiellement traduire une perte d'autonomie, des problèmes cognitifs, etc. Et je pense que ce qui n'est pas suffisamment aujourd'hui connu sur la téléassistance, et je vois l'ensemble de mes partenaires ici présents sans doute seront d'accord, c'est la capacité qu'a la téléassistance aujourd'hui à faire de la prévention. C'est véritablement cette capacité de détection des signaux faibles. Attendu depuis très très longtemps, et enfin on commence à avoir les briques technologiques qui nous permettent réellement d'activer de la prévention. Ça reste le Graal attendu depuis longtemps, mais exactement. On arrive, ça y est, le Graal est au bord de nos mains bientôt, on espère. En tout cas, c'est vraiment cette logique de prévention qui permettra de mieux vieillir plutôt que d'être dans une logique de réaction post-accident, j'ai envie de dire. Ça, c'était l'ancien temps. Romain Gano pour Silver Valley, c'est quoi les tendances d'usage qui émergent chez les
entre guillemets, nouveaux seniors, et puis comment garantir avec toutes ces technologies simplicité et respect? Justement, pour garantir simplicité, respect, c'est partir sur l'usage et pas partir sur la techno. Donc, chez Silverone, on a l'habitude de dire technologie sans service ne vaut rien. Et donc, toute cette téléassistance, ces nouvelles fonctionnalités, elles doivent être pensées au travers du service qu'elles rendent. Évidemment, chez les nouveaux seniors, aujourd'hui, on a une tendance à voir arriver des seniors qui sont plus technophiles que les seniors précédents. Mais pourquoi? C'est une évidence. On vieillit bien que des choses qu'on a pu utiliser dans sa vie personnelle et professionnelle. Et donc, les technologies aujourd'hui étant partout, on a une approche plus technophile. Mais ça ne veut pas dire que ces seniors-là, aujourd'hui, il faut leur vendre de la tech. On a quand même regardé... il y a quand même des métriques aujourd'hui. Tous les acteurs qui approchent sur la meilleure tech, qui vendent de l'intelligence artificielle avant de vendre le service qu'elle rend, ou qui vendent de la domotique ou de la timétrie avant de vendre le service d'actrice, ne fonctionnent pas. Et donc, le but, et la tendance, et on le voit arriver d'ailleurs chez les téléassisteurs qui sont un peu en point là-dessus, c'est de se dire, le service qu'on rend, c'est de la prévention, la détection de l'événement indésirable, du lien social, un parcours de service, mais le téléassisteur ne vend absolument pas. Moi, je vais vous mettre 14 capteurs d'actimétrie qui, avec une intelligence artificielle, va activer vos signaux. Ça, c'est la discussion technique qu'on a. Mais le consommateur, aujourd'hui, le consommateur senior, d'ailleurs, aujourd'hui, veut avoir le choix des solutions et veut aussi des solutions qui soient aussi peu stigmatisantes. C'est quelque chose qu'on disait beaucoup, mais c'est dans le sens... Il veut porter des fois une montre comme tout le monde et peut-être que sa montre, qui a le même design que tout le monde, lui apportera une fonctionnalité supplémentaire. Et aujourd'hui, et peut-être que sa montre qui détecte la chute quand il fait une sortie en randonnée, peut détecter la chute chez lui. Est-ce qu'on appellera ça téléassistance? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle sera intégrée dans l'usage qu'il a. Et c'est comme ça le signal qu'on a aujourd'hui. C'est une technologie intégrée et presque invisible. Sans infantiliser, j'ai réussi à le dire, c'était pas facile. Alors, ah non, mais parce surtout... qu'il y a ce danger-là d'avoir un produit. Il y a une grosse évolution en téléassistance au fil des années qu'on a vu avec des produits moins stigmatisants, plus ouverts. Là, l'idée, c'est pas de rentrer dans une logique infantilisante. Non, mais alors tu parlais de signaux faibles, on en a quand même qui est de plus en plus fort, celui sur l'empowerment des seniors. C'est-à-dire que les seniors aujourd'hui ne veulent plus être un objet de politique sociale, un objet de politique de soins. On va leur imposer une solution totalement infantilisante en disant papy, mamie, pour bien vivre, je vais te mettre cette téléassistance-là. Je dis non. Aujourd'hui, c'est les seniors qui veulent choisir et donc c'est pour ça qu'on travaille. L'usage, c'est bien, mais ce n'est pas travailler sur le besoin. Le besoin est souvent exprimé par un tiers sachant, souvent médecin, mais travailler sur l'envie du premier concerné. Et c'est l'envie qui emmène l'acceptation. Merci Romain. Alexandre Bataille, pourquoi il faut qu'on investisse dans, quelque part, on a vu toute cette logique de prévention, donc derrière, là, on va peut-être rentrer un petit peu dans le cœur du réacteur, le cœur technique. Pourquoi investir dans l'actimétrie et dans l'analyse comportementale? Comment vous avez mis ça en place chez Télégraphique? Chez Télégraphique, pour nous, l'actimétrie et l'analyse comportementale, elles viennent vraiment en renfort, en fait, déjà de l'accompagnement humain et de la téléassistance. Pour nous, c'est vraiment ça qui est clé, comme l'a dit Alix tout à l'heure. C'est vraiment le signal faible, donc c'est vraiment ça qu'on veut arriver à détecter en prévision d'une perte d'autonomie. Plus on détecte tôt, mieux on va être en capacité de passer l'information et de pouvoir traiter cette information auprès des personnels de soins. Donc je pense que c'est vraiment ça notre enjeu, c'est que la technologie, elle soit au service de la personne. L'humain reste le plus important. La technologie, elle doit être bienveillante, elle doit être discrète, elle doit être intelligente et vraiment accompagner les personnes. Et donc vous travaillez sur une logique d'alerte, d'actimétrie, de signaux faibles. Est-ce qu'on peut peut-être dire deux mots sur l'aspect techno, comment ça fonctionne derrière, techniquement parlant? Alors nous, on fonctionne avec des capteurs. Le but, c'est qu'il y en ait le moins possible. L'idée, c'est d'essayer de travailler avec ce qui existe déjà et de pouvoir rajouter en cas de besoin. Et derrière, en fait, on vient juste récupérer l'information, la traiter et assister en fait la personne à... En fait, on envoie des alertes. Ces alertes, elles sont bienveillantes. L'idée, c'est pas de faire peur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner de l'alerte et assister la personne pour une meilleure décision. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Et c'est des algorithmes d'intelligence artificielle sur lesquels on travaille depuis maintenant un certain temps. Et on sait que l'intelligence artificielle, parfois, elle invente. Ceux qui ont testé notre IA du festival ont vu que parfois elle inventait des gens qui participaient à des tables rondes quand je l'ai testé. Bon, c'est parfois un peu exotique, effectivement. Donc parfois la téléassistance invente, l'IA invente. Sauf qu'en téléassistance, on n'a pas le droit d'inventer. En téléassistance, on a une vraie
exigence de fiabilité des analyses. Donc ça, c'est un petit peu pour faire une transition sur le deuxième chapitre de notre discussion, à savoir les enjeux technologiques réglementaires. Comment assurer que la transition technologique, IA, mais on peut aussi parler d'Internet of Things, les objets connectés, va pouvoir intégrer la logique de téléassistance sans que la téléassistance perde son ADN, à savoir une logique de sécurité, de souveraineté, de confiance. À propos de ça, Olivier Lefebvre, c'est quoi l'apport concret du numérique pour mieux prévenir et coordonner le soin à domicile? Alors, le numérique, ça permet vraiment d'identifier plus finement les fragilités et de coordonner les réponses. Mais la donnée n'a de valeur que si un professionnel s'en saisit. Et c'est le rôle des centres de ressources territoriaux de pouvoir mettre en place cette interface, transformer l'information en action, relier le social, le sanitaire et l'autonomie. La technologie doit rester effectivement un outil d'aide à la décision, mais ne doit pas se substituer à l'accompagnement par des professionnels. Peut-être au niveau des CRT, une rapide présentation des CRT, les centres de ressources territoriaux. Donc les centres de ressources territoriaux, c'est des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place il y a 3 ans. Avec un porteur qui est ou un EHPAD ou un service à domicile. Et l'objectif, c'est d'apporter une couche intermédiaire en complément des soins infirmiers pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile le plus longtemps possible, avec une coordination par un gériatre qui pilote le projet d'accompagnement personnalisé. Merci beaucoup, Olivier. Alix, on revient vers toi. Comment, au niveau de Présence Verte, vous avez abordé cette logique de cybersécurité, de protection des données, de RGPD, de souveraineté numérique, je sais pas, on pourrait comme ça faire une liste à l'après-vert de la protection des données. En plus, on a la CNIL qui est parmi nous aujourd'hui au festival. Comment ça s'est mis en place chez Présence Verte pour garantir, malgré les biais dont on pourrait avoir peur de cette nouvelle technologie, l'ADN notamment de Présence Verte? Alors, ce qui a fondé Présence Verte en termes de principe, c'est véritablement la maîtrise de bout en bout de notre qualité de service. Alors ça passe par tous les aspects finalement du service que nous déployons, mais également de l'organisation interne de l'entreprise. Nous privilégions les infrastructures souveraines. Nous maîtrisons de bout en bout toutes nos chaînes de distribution. Et effectivement, le sujet de la protection de la donnée est absolument crucial. Alors, de plus en plus, malheureusement, j'ai envie de dire. Et donc, nous nous attachons une vigilance toute particulière à tout ce qui est cybersécurité, cryptage des données, audit régulier. Nous venons de faire d'ailleurs, il y a très peu de temps, un test d'intrusion grandeur nature qu'on fait plusieurs fois par an. On est extrêmement vigilant à tout ce qui est chiffrement. Évidemment, la politique RGPD a été déployée donc, dès 2018 avec beaucoup d'attention et on a finalement fait le choix de confier l'audit du RGPD à une structure externe indépendante qui vient concrètement regarder comment on est organisé et est-ce que véritablement notre engagement de faire en sorte qu'on protège la donnée de nos bénéficiaires fragiles, que nos bénéficiaires restent propriétaires des données les concernant, eh bien, cette agence-là vient vérifier effectivement qu'on est conforme par rapport aux engagements de services qui sont décrits dans notre système qualité et autour desquels nous communiquons d'ailleurs. Ce qui est important en fait, puisqu'on attache beaucoup d'importance au ressenti, à l'observation qu'ont l'ensemble de nos partenaires de notre qualité de service, c'est de se dire que la confiance, elle se gagne par la transparence. Voilà. Alors, protection, en plus, on est sur des données hypersensibles, quoi. On est sur des données Absolument. De santé, on est sur des données de santé, qui souvent des données croisées qui deviennent des données de santé, oui. Néanmoins, si on veut améliorer peut-être la machine de prédiction, en données anonymisées, on peut quand même être dans une logique de traitement du big data qui va nous permettre d'alimenter le système. Absolument. Alors, on y travaille. Je pense qu'on y travaille tous. On se disait tout à l'heure, d'ailleurs, avant même cette conférence, que c'était un exercice compliqué.
Je pense que le premier qui réussira véritablement à faire quelque chose, à transformer effectivement en substantifique moelle l'ensemble de cette information dont on dispose, je pense aura sans doute une longueur d'avance. On y travaille beaucoup. C'est un exercice difficile, effectivement. Ça reste un exercice difficile. Bon, c'est ma compréhension du truc, quoi. Ça reste un exercice difficile parce que il faut respecter toujours la personne. Si on était dans des marchés un peu moins... comment dire, un peu plus classique, où on le voit bien, toutes les amendes que certaines grandes entreprises internationales se prennent alors qu'elles ne respectent pas ça, on se dit c'est pas trop grave, on a des données marketing. Là, on est sur des données ultra sensibles. Disons que la complexité, elle est générée par les contraintes qu'on se crée. Ce qu'on se dit souvent chez Présence Verte, c'est qu'on est très fort pour se fixer nos propres contraintes et nos propres freins, mais c'est également ce qui garantit cet engagement de qualité et de transparence. Alors justement, Alexandre Bataille, comment on va pouvoir concilier cette innovation IA et, quand on a préparé la table ronde, les mots sont forts, le respect absolu de la vie privée. Absolu. Absolu. C'est tout l'enjeu, mais ce qui est fondamental, c'est que la donnée, elle appartient au patient, et ça, c'est un principe cardinal, on ne peut pas y déroger. Et la cybersécurité, la RGPD, ça fait partie complètement intégrante de nos métiers aujourd'hui. Donc on se doit d'être absolument irréprochable sur ces sujets-là. Et dans ce cadre-là, en fait, on a été audité par l'Agence du numérique en santé. Et aujourd'hui, on fait partie des 40 entreprises qui ont été validées pour être sur Mon Espace Santé. Donc on a, pour nous, c'est extrêmement important, la souveraineté. Évidemment, nos data centers sont en France, etc. Je pense que c'est absolument fondamental, cette protection de la donnée. Et c'est vraiment c'est notre ADN de départ. Et alors, innover seul ne suffit pas, encore faut-il vendre ce qu'on a mis en place et puis le financer durablement, mettre en place un modèle économique. Alors pas forcément un modèle lucratif, on peut avoir un modèle associatif ou privé non lucratif, il y a plein de modèles qui existent, toujours est-il qu'à un moment il faut un modèle économique et puis il faut faire en sorte que ce modèle il fonctionne dans tous les territoires, parce que Présence Verte a une multitude de facettes très très ancrées dans les territoires. C'est ce qui fait aujourd'hui vraiment votre force. Et à propos de cette logique de modèle économique, comment on peut faire en sorte de monter en gamme sans perdre l'accessibilité qui fait partie de votre autre ADN? On a l'impression que vous êtes sur deux ADN qui sont très très... où on fait un grand écart quelque part. Et c'est un modèle de SS que vous avez. Comment vous allez réussir à mettre tout ça en place? Comment allier l'accessibilité, la logique territoriale, la qualité et l'innovation dans ce modèle qui est très caractéristique chez Présence Verte, à savoir le modèle de l'économie sociale et solidaire? Alors effectivement, c'est un équilibre qu'il faut trouver et qu'il faut conserver. On évoquait justement précédemment la question du prix. Pour nous, elle est centrale, la question du prix. Aujourd'hui, en France, la téléassistance, alors je ne sais pas si c'est bien ou si pas bien, j'ai moins d'idées sur la question, mais la téléassistance en France, c'est le prix le moins cher d'Europe. Donc, ça veut dire qu'avec des prix moyens qui sont de l'ordre de 24, 25, 26 euros, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir adresser ces nouveaux clients, ces nouveaux bénéficiaires qui ont davantage grandi avec le digital, qui ne veulent pas être stigmatisés, qui ne veulent pas être infantilisés, comme tu disais tout à l'heure. Et donc ça, c'est parfois un peu un sport de combat, d'arriver à allier tout ça. On l'évoquait tout à l'heure avec Alexandre. Pour nous, finalement, l'axe, c'est que d'arriver à capitaliser chacun sur nos points forts. Et tu évoquais tout à l'heure la question de la proximité. Je fais un petit clin d'œil à nos locaux de l'Étape qui sont venus nous voir pour cette table ronde. Bonjour à l'association Présence Verte Alpes-Vallée du Rhône, c'est le quart d'heure pub, et Présence Verte Provence-Azur. Ce qui est important, c'est d'arriver justement à combiner nos différentes compétences, nos différents savoir-faire pour pouvoir effectivement être en capacité de déployer des offres qui sont conformes avec les évolutions des attentes de nos bénéficiaires, mais qui restent à un tarif acceptable en France, où l'idée de l'autonomie de la santé, c'est que ça doit être quand même le plus possible gratuit. C'est encore comme ça aujourd'hui, ça changera peut-être demain. Mais c'est un véritable sujet. Alors, pour ce qui concerne Présence Verte, nous, notre modèle, ESS, comme tu l'évoquais tout à l'heure, garantit finalement que l'ensemble des bénéfices sont réinjectés dans le service.
On a la chance aujourd'hui d'avoir un groupe, y compris en fait privé, puisqu'en fait on est une structure mixte, publique et privée, mais pour nos deux SA, on a la possibilité aujourd'hui financièrement de réinvestir nos résultats, nos bénéfices, ce qui nous permet effectivement de mettre en œuvre notre démarche d'amélioration continue et l'ensemble donc des activités de R&D, etc. qu'on pilote. Mais c'est un exercice aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe dans un contexte de tension, on le sait, budgétaire. Je ne vais pas venir sur les sujets politiques, mais aujourd'hui beaucoup d'incertitudes qui questionnent un certain nombre d'entre vous sur leur métier, sur leur modèle économique. Et donc moi je voudrais juste quand même formuler une alerte sur ce point. Mais on en a beaucoup discuté avec Romain également. Comment est-ce qu'on va faire demain pour continuer à financer notre démarche d'innovation dans un contexte où un public a été habitué à être très financé, alors même que donc on sait que cette enveloppe-là va diminuer et que les besoins pourtant augmentent avec notamment le virage démographique. Alors on pourrait se dire la solution c'est industrialisation, massification de l'offre, dépersonnalisation, comme ça on serait dans une logique plus industrielle et on gère ça sur les territoires français depuis Paris, etc. Et vous êtes plus dans une... quand on préparait la table ronde, tu disais, ouais mais la proximité, ça génère un coût, mais c'est pas qu'un coût, c'est plus que ça. C'est une logique stratégique pour vous. C'est totalement une logique stratégique. C'est vrai qu'on s'est interrogé il y a quelques années. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce modèle-là? Est-ce que ça va pas être lourd? Est-ce que c'est pas coûteux? Pour autant, les chiffres le démontrent. Présence verte se porte bien. C'est jamais porté aussi bien, effectivement. On se rend compte qu'aujourd'hui, nos publics âgés, ils ont quand même besoin d'avoir un accompagnement sur place qui n'empêche pas de réfléchir à d'autres modèles complémentaires de distribution. Mais on est convaincu aujourd'hui, et d'ailleurs on milite en ce sens, que la téléassistance demain, en 2025, en 2030 et après, reposera toujours sur de l'humain. Il y aura effectivement de l'automatisation, de la digitalisation, de plein de choses. Mais si on ne reste pas sur une démarche de l'humain au service de l'humain, je ne sais pas, tu es encore très jeune, mais dans plusieurs dizaines d'années, tu seras peut-être une personne plus âgée. Et donc, comment toi, tu te vois à ce moment-là? Mais moi, je me projette, je réfléchis beaucoup, je pense à mes parents, je me dis, tiens, comment je serai, comment je serai âgée. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un robot qui vienne me servir mes repas quand je serai en EHPAD, c'est certain. Tu es en train de travailler un sujet qui est un peu une de mes marottes, à savoir, quand je parle de silver economy bien ordonnée, commence par soi-même. C'est-à-dire que mettez-vous tous les porteurs de projets, tous ceux qui vous lancez des startups, vous lancez un nouveau service, mettez-vous à la place de votre client. Considérez-vous comme le client, comme l'utilisateur de votre produit et repensez le produit en disant « Ok, est-ce que moi j'ai envie d'utiliser? Est-ce que moi j'ai envie que ça se passe comme ça ?» Et forcément, ça oblige à l'éthique de fonctionner comme ça en pensant pour soi et puis faisons en sorte de faire vite avancer les produits, les solutions et les services parce qu'on en sera bénéficiaire quand ce sera le temps demain. Et au niveau c'est aussi une démarche d'ailleurs qui est mise en place dans les politiques publiques. Olivier Lefebvre, comment elles soutiennent ces actions territoriales, les politiques publiques? Alors, en soutenant des dispositifs coopératifs, tels que les centres de ressources territoriaux, et en reconnaissant la téléassistance comme un levier d'intérêt général. L'objectif, c'est de passer du financement de l'urgence au financement de la prévention et de la coordination. Ça c'est un vœu ou c'est fait passer la reconnaissance de la téléassistance comme levier d'intérêt général? C'est acté? En tout cas, ça fait partie des sujets qu'on pousse au niveau de la fédération parce qu'on a des échanges réguliers avec la DGCS et la CNSA. Donc, en tout cas, c'est des sujets sur lesquels nous, on est totalement alignés avec Présence Verte. Naturellement, maintenant, parfois, c'est dans les échanges, c'est pas toujours des choses qui sont comprises par le pouvoir politique public. Voilà, mais néanmoins, pour être avant tout un acteur de terrain, on voit bien au quotidien la plus-value de l'alliance entre la technologie et puis l'expertise humaine. Donc il y a quand même une écoute qui se met en place et on reste positif pour que cet objectif devienne une réalité. Romain, sur justement le côté, on a parlé du côté public, des politiques publiques, le privé. Silver Valley, vous connaissez ça par cœur, mais c'est bien que tu nous réexpliques quand même
les enseignements que tu peux tirer de toutes les alliances que tu as créées ou que tu as vu se créer dans des logiques de partenariat ou d'alliances publiques-privées au sein de l'écosystème d'innovation de Silver Valley. Quelles conclusions tu peux nous tirer à l'instant T de ton expérimentation, de ton expérience de ces logiques de politique privée publique? Avant de parler de conclusion, je vais parler d'un constat quand même, qui est quand même important dans notre secteur et qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Notre secteur s'est retrouvé majoritairement enfermé malgré lui dans une vision qui était un peu binaire, c'est-à-dire privé versus public, le statut fait un peu la vertu, ou des fois même acteur généraliste versus start-up pure player du secteur. Or, ce qu'on voit tous les jours dans tant qu'écosystème de 230 entreprises de toute taille, de tout métier, c'est que ça évolue, qu'aujourd'hui, les acteurs publics peuvent soutenir l'innovation des acteurs privés, mais surtout co-construisent des produits ensemble pour les mettre à disposition. Et ce qui commence à importer le secteur, c'est le résultat sur le terrain. Donc, on co-conçoit des offres en commun, on accompagne, on teste. Mais Alix est passé très vite pour moi sur le sujet majeur. C'est le sujet du modèle économique où aujourd'hui, les acteurs commencent à être convaincus, on en parle. Il n'y aura pas d'impact social dans le temps qui soit pérenne s'il n'y a pas une pérennité économique des acteurs qui portent les solutions. Et ça, c'est un message qu'on passe collectivement, public-privé, en disant comment on s'assure la pérennité des bonnes solutions, parce qu'on vit dans un monde où le secteur se finance majoritairement sur certains plans d'activité par de la réponse à de l'appel à projet ou par du POC successif ou par de l'expérimentation successive qui empêche finalement ce qu'on attend tous, le passage à l'échelle des bonnes solutions. Or, à quoi on va mesurer le succès d'une entreprise, le succès d'une offre entrepreneuriale ? C'est pas au POC, c'est pas l'expérimentation, c'est par l'adoption d'une solution qui a trouvé son business model, quel qu'il soit, mais qui dure dans le temps. Aujourd'hui, les enjeux sont trop gros pour changer de solution à domicile en établissement tous les 6 mois parce qu'on finance des expérimentations permanentes. Et chez Silver Valley, le message qu'on est en train de passer et collectivement, c'est aujourd'hui, on a des acteurs qui sont prêts à travailler ensemble, on a des offreurs de solutions qui sont matures. Il y a beaucoup d'offreurs de solutions. On est en capacité des fois de sélectionner les bons offreurs. Vous avez chez Présence Verte, en téléassisteur, vous avez aujourd'hui une grosse exigence sur la maturité des solutions, sur l'implémentation, vous l'avez dit, pour le RGPD et d'autres. Mais par contre, comment les pouvoirs publics, on les amène à sortir du site d'expérimentation permanente? Et on voit que les seniors, on est en train d'arriver comme sur un marché à 2 vitesses, y compris en téléassistance. Il y a malheureusement des fois la téléassistance qui pourrait avoir beaucoup plus de fonctionnalités, mais qui est bridée dans ses fonctionnalités par le coût du marché public local. Et on voit des acteurs qui se développent aussi sur des seniors qui, eux, ne sont pas objets de politique sociale. Ils veulent juste acheter des solutions plus chères, plus qualitatives. Je ne dis pas plus qualitatives, mais avec plus de fonctionnalités et qui, des fois, sont peut-être pluguées d'ailleurs sur des devices généralistes. Et ça, voilà, c'est ce message-là, ce qu'on essaie de faire avancer. C'est la coopération publique-privée. C'est aussi rappeler qu'on doit avoir des modèles économiques valables pour tout le monde avec un partage de valeur pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Tu voulais rajouter quelque chose, Alix, à ce sujet? Non, j'avais envie d'entendre Alexandre sur ce point. Nous, on a exactement cette vision-là. C'est-à-dire qu'une start-up comme Télégraphique, ça fait 13 ans qu'elle s'est créée. En 13 ans, on a évolué, changé. C'est encore une start-up après 13 ans? On est toujours une start-up, c'est un état d'esprit. D'innovation, de repenser en permanence notre business model, justement, et on met du temps à le trouver. C'est-à-dire que je pense qu'on a d'ailleurs même sans doute pas terminé. C'est-à-dire qu'on est encore en pleine évolution là-dessus. Mais ce qui est fondamental, c'est d'avoir un business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 13 ans, heureusement, on a trouvé le business model qui nous permet de continuer. Mais maintenant, c'est l'évolution du marché et je pense aussi les nouvelles technologies qui sont de plus en plus adoptées. Et je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'objets connectés qui existent sur le marché et on peut apporter ou on peut se plugger sur ces solutions-là. Donc je crois beaucoup à ce qui a été exprimé et c'est vraiment le sens que qu'on veut donner à Télégraphique. Ok, je vais me vieillir un petit peu, j'ai 56 ans, on est en 2030. À 56 ans, normalement, je ne m'équipe pas tout de suite, quoique. Quand je suis en situation de travailleur isolé à la maison, je peux très bien avoir besoin d'un système de téléassistance. Mais tu n'es pas déjà client chez Présence Verte? Non, pas, je suis à la concurrence. Je ne sais pas si je vais rester jusqu'au bout de cette table ronde. C'est pas vrai, je ne suis pas encore client. Bon, allez, on se projette. 2030. L'enjeu, une téléassistance invisible, proactive, inclusive, bref, le Graal est plus prédictive et plus humaine que jamais. C'est un peu une conclusion de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Alix, c'est quoi ta vision de la téléassistance 20.30 ?
Alors pour moi, elle sera invisible dans l'usage. Je pense que les discussions, enfin l'ensemble d'entre vous aujourd'hui, je vois quelques-uns notamment de nos fabricants, travaillent sur des dispositifs de détection à domicile et on sort du dispositif porté. Je crois que le médaillon et même la montre, encore que la montre, si elle fait de la téléassistance parmi d'autres choses, ça c'est un petit peu différent. Mais sinon, on sera véritablement sur des dispositifs qui sont invisibles dans l'usage, non stigmatisants, mais qui sont proactifs dans la prévention, avec de plus en plus effectivement d'attention donnée à la vie, à domicile, en dehors du domicile, quel que soit effectivement le choix des personnes. Et enfin, pour les dispositifs visibles, il faudra qu'elles soient inclusives, non stigmatisantes par son design. Pour moi, la téléassistance de 2030, je suis peut-être un petit peu plus âgée que toi, à peine, mais quand je me projette en tant qu'utilisatrice, ce sera sur ce type de dispositif. J'imagine effectivement de plus en plus de capteurs à domicile, de plus en plus... Alors là où il y a un enjeu sur lequel il faut qu'on travaille collectivement, c'est la question du lien social et du rôle des aidants. On en discutait avec Delphine Dupré-Lévesque, je ne sais pas si elle est pas encore là aujourd'hui, du réseau Stop à l'isolement. Il y a un gros sujet aujourd'hui de comment arriver ensemble à adresser cette problématique de l'isolement, du lien social et de l'aidant, des aidants aujourd'hui qui sont dans cette situation, et de comment est-ce qu'on fait en sorte que quand on vieillit, cet isolement soit moins ressenti, parce que c'est ce qu'on attend tous, et quand on regarde les études, quand on regarde des témoignages, on se rend compte que la solitude est un facteur aggravant de la détérioration de l'état de santé. Et je pense que là-dessus, on a vraiment aussi un challenge à relever collectivement. Et donc, en conclusion, je dirais que pour moi, la présence humaine, justement par rapport à cette problématique d'isolement, de solitude, restera quand même, d'un autre point de vue, en tout cas c'est notre conviction chez Présence Verte, un des axes majeurs de la réponse à ces problématiques de 2030 et après. L'humain d'abord, mais quand même un peu de techno, Alexandre Bataille. C'est quoi la vision et l'orientation pure techno, pas techno-push, mais technologique, que tu envisages sur cette approche visionnaire de 2030 ? C'est demain 2030. Hein. C'est tout à fait demain. Nous, on est vraiment dans la téléassistance d'anticipation. C'est-à-dire que, évidemment, l'humain, encore une fois, reste au centre. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut assister, en fait, l'humain. Et pour nous, c'est la clé. Dans le groupe, on est absolument attaché à la preuve scientifique. Donc aujourd'hui, on souhaite que notre plateforme devienne dispositif médical validé. Et donc on est en train de travailler pour un essai clinique pour vraiment apporter la preuve scientifique que cette plateforme, elle est bénéfique de manière scientifique. C'est pour nous la clé. Et la deuxième chose, c'est évidemment d'améliorer l'IA. On veut de plus en plus anticiper. Plus on détectera de signaux en amont, plus on sera en capacité de vivre longtemps chez nous. On l'a dit, c'est ce qu'on veut tous. On est vraiment dans cette dynamique, voilà, d'anticiper toutes les petites aléas de la vie qui peuvent nous arriver quand on passe un certain âge. Et pour te répondre, je pense que un des enjeux, notamment à tout âge, c'est la mobilité. Aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu majeur de pouvoir continuer à marcher, etc. Dans le groupe, on fabrique aussi des chaussures. Et je pense que de bien se chausser est un élément absolument fondamental. Nous, on parle beaucoup de prévention, c'est-à-dire de se chausser le plus tôt possible. Parce que, évidemment, s'il faut rester mobile jusqu'à 90, 95, 100 ans, c'est un vrai enjeu. Le vrai maintien à domicile, c'est déjà de pouvoir en sortir, non ? Exactement. C'est bien ça comme slogan. Belle punchline. Ouais. Soutien à domicile, à un moment on voulait changer le nom, maintien à domicile, soutien à domicile, de bien vivre chez soi au sens large. Romain, vision également sur peut-être aussi, moi j'aimerais que tu nous parles de, parce que quand je vous écoute on voit qu'il y a de la techno qui arrive, mais j'entends aussi, pas dans notre discussion, mais la logique de fracture numérique. Donc à un moment, est-ce qu'on n'est pas en train de creuser le fossé de la fracture numérique ou au contraire, est-ce qu'on n'est pas en train de trouver des solutions qui nous permettent de remplir ce fossé pour qu'il n'existe plus ? Vaste question, vaste programme. Hein. Sauf que je ne suis pas sûr qu'elle soit binaire là. Aussi. Alors déjà, je reviens sur la fracture numérique. Quand vous regardez un petit peu les annexes statistiques des études sur la fracture numérique, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet qui est lié à l'âge, je dis que le déterminant n'est pas l'âge. Le déterminant, c'est le territoire et le social. Et après, ça touche des personnes âgées. Mais il ne faut pas se tromper dans le sens où on lit l'étude. Le déterminant n'est pas l'âge. Et donc,
quand on va arriver avec des outils, des solutions et autres, c'est comment on emmène le niveau de service au bon niveau sur le territoire, comment on solvabilise pour quelqu'un qui ne peut pas, comment on peut aller vers l'aller vers. Mais ce n'est pas une question, la solution ne va pas être utilisée ou pas accessible parce que la personne est âgée. C'est totalement faux. C'est une lecture trop rapide du sujet. Sur la prévention avec une dimension technologique, moi ce qui est intéressant, c'est que le discours, le lieu commun est de dire aujourd'hui il n'y a pas de culture de la prévention à titre individuel, on l'entend partout, et ce sera très complet que la prévention à durée technologique, à vision technologique. On a regardé des études et en France et en Europe sur les applications de santé bien-être dans les smartphones. Eh ben, aujourd'hui, les personnes de 55 ans et plus sont des énormes consommateurs, bien plus que jeunes, d'applications de santé et d'activité physique. Mais ils ne le font pas dans une optique de prévention médico-sociale, ils le font dans une optique d'activité bien-être, de self-monitoring, de gamification. Mais ça, c'est un game changer pour demain. Je ne dis pas que ça va révolutionner dans 2 ans le secteur. Je dis qu'aujourd'hui, la logique individuelle de se monitorer soi-même pour son bien-être, il y a une adoption massive. Et donc demain, dans l'adoption des technologies, le sujet ne va pas être de dire comment la prévention par la téléassistance, oui, mais c'est de dire comment on intègre finalement ce service-là d'une façon utile, pratique pour les gens, dans finalement une habitude de consommation qui était celle qu'on avait avant. Et donc je te rejoins, après porter, pas porter, c'est des choses différentes. Mais aujourd'hui, voilà, si ma montre, si ma bague, quand je chute, quand je me balade, ça peut être pour tout un chacun, un outil, et puis si je suis âgé, c'est un service de téléassistance. Et qu'est-ce qui va distinguer la téléassistance? La dimension servicielle, la dimension territoriale, la dimension de parcours, ce que ça peut apporter. Et c'est là-dessus qu'on va avoir une évolution qui est massive. Et encore une fois, j'ai dit technologie sans service ne vaut rien. Et donc, ce n'est pas l'approche technologique. L'intégration technologique, elle est totalement transparente. C'est comment la technologie qu'on va intégrer va permettre d'upgrader le service ou va permettre une intégration dans un parcours de service. Et je crois à ce qu'a dit Alix, c'est une vision territoriale de la téléassistance, parce que la technologie permettra de rendre un meilleur service sur le territoire. Donc de multiples technologies qui pleuvent, de multiples services, data, etc. qu'il faut coordonner. Et vous, les CRT, Olivier Lefebvre, quelque part, vous allez intervenir comme un architecte de cette coordination à domicile. Si on se projette là, sur 2030, c'est peut-être déjà le cas, mais sur cette vision 2030. Moi, ma vision des choses et au niveau de la fédération, moi je crois beaucoup en la complémentarité entre la dimension technologique et le côté expertise humain. Je pense qu'il faut continuer à renforcer ce partenariat. Ce qui est mis en place actuellement avec notamment la plateforme télégraphique, qui est vraiment une plateforme qui agrège un certain nombre de solutions, ça permet vraiment de travailler sur l'anticipation, des signaux faibles, la prévention, pour éviter que des personnes âgées se retrouvent en situation de fracture ou de rupture. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur ces axes-là de prédiction et de pouvoir vraiment coordonner les 2 niveaux, l'expertise de la data et l'expertise gériatrique de l'autre côté. En guise de conclusion, peut-être, moi, souvent j'aime bien terminer les tables rondes comme ça par une phrase chacun. C'est pas c'est quoi la téléassistance en 2030, puisqu'on l'a vu ce que ça pouvait devenir, mais qu'est-ce qu'elle doit incarner? Qu'est-ce que doit incarner la téléassistance en 2030? Vous avez bossé un peu sur le sujet ou un petit peu? Allez, Alix. Pour nous, la téléassistance en 2030 et après, c'est une présence. C'est une présence bienveillante qui se fait par le biais et qui est augmentée par la technologie. Mais ça n'est pas la technologie, je partage tout à fait ton point de vue, Romain, on en a souvent parlé. La technologie, elle est au service de l'usage. Et clairement, ce qu'on attend demain et ce que j'attendrai quand je serai âgé, c'est une présence, quelqu'un qui me tienne compagnie, qui m'aide en cas de besoin. Et peut-être qu'effectivement, pour caractériser cette présence, eh bien, ce sera de la techno à mon domicile. Et si elle est verte, c'est encore mieux? Elle sera verte. Romain Gano, que doit incarner la téléassistance en 2030? Je pense que c'est une téléassistance qui sera de plus en plus transparente, mais ce qui est pas. Ouais, mais elle sera verte. Mais elle sera vert clair. Non, elle sera transparente, elle sera évolutive. C'est que moi je crois vraiment le possible d'upgrader des fonctionnalités régulièrement en fonction de sa situation, même de downgrader les fonctionnalités en fonction de la situation. Elle sera intégrée. Elle sera intégrée
intégrée, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, dans un pack de services, mais surtout elle sera territoriale. Et je ne crois pas une telle assistance soit décorrélée du territoire. Le vieillissement, il se vit sur un territoire, les solutions pour bien vivre, elles se trouvent sur le territoire, et donc la téléassistance, elle doit être intégrée dans le parcours de service territorial. Olivier Lefebvre, votre vision de l'incarnation de la téléassistance en 2030? Pour moi, la téléassistance de 2030, elle doit être verte et pas transparente. Je vous avais piqué l'idée, pardon. Donc pour moi, ça doit être une solution qui est fiable, effectivement sobre et inclusive, qui permet d'interopérer les outils, de former, soutenir les aidants, de s'appuyer sur les relais de proximité que sont les CRT. Et notre boussole, c'est que ça doit permettre aux personnes âgées, au final, d'avoir plus d'autonomie, moins d'angoisse et la certitude qu'au bon moment, quelqu'un répondra de manière proactive pour améliorer l'état de santé de la personne âgée. Alexandre Bataille pour Télégraphique. Pour nous, la téléassistance, elle doit être évidemment technologique, mais avec une technologie bienveillante. Je pense que ça, c'est vraiment le maître mot. Et au service de l'humain, que ce soit la personne âgée ou tout l'environnement qui est autour d'elle. Évidemment, la famille, les accompagnants, je pense que ça, c'est clé. Et il faut qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Pour moi, c'est fondamental, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut que la technologie puisse être démocratisée d'une certaine manière, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Alix Torres, Romain Gano, Olivier Lefebvre, Alexandre Bataille. Moi, j'ai préparé une petite conclusion aussi quand même. Donc merci à toutes et tous déjà. J'allais te poser la question. Merci. Ouais, et de la sécurité, là, j'ai un peu bossé quand même, ça se voit pas, mais de la sécurité à l'accompagnement global, la téléassistance restera avant tout un lien humain et de confiance. C'est bien dit ? On le garde. On l'embauche ? On valide. Allez, on valide. Merci beaucoup. Merci. Bon festival. Merci beaucoup. Merci à tous. Un petit mot pour remercier nos invités également aujourd'hui. Olivier, Alexandre, Romain, merci beaucoup de votre engagement et de votre disponibilité. Engagement, c'est le bon terme.